En mars 1951, 30 millions d'Américains avaient les yeux rivés sur leur téléviseur en noir et blanc. Ce qu'ils regardaient, ce n'était pas un match de baseball ou un discours présidentiel. C'était le plus grand procès sur le crime organisé de l'histoire du pays. Les sénateurs américains, dans toute leur arrogance, ont posé des questions à ce qu'ils croyaient être les plus grands cerveaux du crime organisé américain. Mais ce jour-là, la personne qui les a les plus humiliés était une femme. Son nom, Virginia Hill. Every honeybee thrills with jealousy. Si vous traînez un peu sur TikTok, vous avez sûrement vu apparaître le fameux mob wife esthétique. Virginia Hill en est la définition même. Par contre, la réalité est beaucoup plus toxique et fascinante. Je suis Josiane Brousseau, autrice de Trailers financiers et mafieux, la série Dans le luxe et l'arrogance, disponible en exclusivité sur Amazon. Et aujourd'hui, je vous ouvre mes archives qui ont fait en sorte que j'ai écrit mes romans. Des histoires de mafia, de corruption, de blanchiment d'argent. Pour le 75e anniversaire du témoignage culte de Virginia Hill, Costello connection. Did you ever get any money from Costello? No. on va décortiquer ensemble comment la misogynie des années 40 a transformé Virginia Hill en arme de blanchiment d'argent massive. Virginia Hill est née en 1916 en Alabama dans une famille pauvre dont le père était alcoolique. C'est la première de 10 enfants. Lorsqu'elle a 8 ans, ses parents vont divorcer et elle va aller vivre en Géorgie avec sa mère et ses frères. Elle va faire des études jusqu'en 8e année, l'équivalent d'un secondaire 2, avant de se marier en 1931 à un certain George Randall. En 1933, Virginia et George Randall quittent la Géorgie pour aller s'établir à Chicago. Randall voulait rentrer dans l'industrie de la pornographie et une fois à Chicago, Virginia Hill décide de divorcer George Randall. Par la suite, elle va opérer comme prostituée d'un côté, mais de l'autre côté, elle va avoir une job de serveuse dans un établissement géré par la mafia de Chicago, le fameux Chicago Outfit. Alors qu'elle travaille comme serveuse, elle va attirer l'attention de Joseph Epstein. Pas Jeffrey Epstein, Joseph Epstein, qui va devenir un conseiller financier, mais lui, c'est un bookmaker et puis un gros gambler. Il y a des rumeurs qui disent que peut-être qu'il était gay, mais ça, c'est une autre histoire puis un autre truc. Donc, par le biais de, justement, notre ami Joseph Epstein, Virginia va rentrer en contact avec la mafia pour la première fois. Puis c'est aussi à ce moment-là qu'elle comprend très vite que son charme va être vraiment efficace et jouer en sa faveur. À l'époque, dans les années 30, le Chicago Outfit, en passant, qui était l'organisation de Al Capone, on est à l'ère de la Prohibition, avait un petit problème de logistique pour blanchir l'argent. Donc, leur problème de logistique, c'était comment déplacer des millions sans attirer l'attention des fédéraux. Et c'est là que Virginia Hill entre en jeu. Ils vont la transformer carrément en bagwoman. La bagwoman, dans le fond, c'est la courrière qui va apporter l'argent d'un point A à un point B. Et en 1930 et en 1940, il y avait une grosse faille parce qu'on n'allait pas fouiller la personne qui portait des bijoux, des manteaux de luxe
et qui avait l'air d'une femme étant mariée et riche. Demandez-vous ceci. Quel policier aurait été prêt à fouiller une femme qui a de l'air respectable en 1940? Wouldn't you? Vêtue d'un manteau de vison, de perles, de diamants, pour les yeux des policiers, Virginia Hill était une femme respectable. Elle était littéralement invisible aux yeux de la loi. Mais sous son manteau de vison, de luxe, Virginia Hill transportait des milliers de dollars sur elle. Grosso modo, Virginia Hill transportait carrément les budgets de la côte Est vers la côte Ouest et vice-versa. Elle faisait de nombreux voyages et elle recevait aussi de nombreux cadeaux. Then they go. No. In either case, the cost will be the same. $50,000. Avant le glamour hollywoodien, Virginia Hill s'est associée avec plusieurs mafieux, dont un nom très important, Charles Fischetti, qui était le cousin de nul autre que Al Capone. Avec Charles Fischetti, où est-ce qu'elle va faire justement beaucoup de transactions d'argent pour la famille Luciano, elle va rencontrer Joe Adonis, avec qui elle va se mettre en partenariat. Ils vont être même partenaires de vie pendant un moment. À cette même époque, elle va jouer un peu la comédie et dire aux gens qu'elle est une Southern Belle. Et elle va dire qu'elle a été soit divorcée ou veuve à 4 reprises et qu'elle a eu 4 millions comme ça de ses maris qui sont par les divorces et ou en étant veuve. Par contre, les socialites, donc les socialites, ont démasqué un peu Virginia Hill, puis aussi elle traînait beaucoup avec des gigolos latinos sur Broadway à New York. I placed them in safe hands. Probably in the hands of that gigolo you've been running around with. Pendant qu'elle était à New York, elle va se faire introduire à un autre associé de la famille Luciano, Bugsy Siegel. Bugsy Siegel, eh bien, c'était un mafieux réputé, beaucoup dans l'extorsion, les jeux. Il s'était installé vers Hollywood pour et Las Vegas pour les jeux de course et de chevaux. Et c'est de là aussi qu'il avait l'ambition de créer un casino qu'il va nommer en l'honneur de Virginia Hill, The Flamingo Hotel, qui va être un des premiers gros resorts dès les années 40 à être construit à Las Vegas. Il faut comprendre qu'à l'époque, Las Vegas, c'était un champ carrément qui avait traversé, c'est du désert, et tranquillement, pas vite, le crime organisé américain a décidé de s'en emparer pièce par pièce en construisant des hôtels et des casinos pour blanchir de l'argent. Et aussi, il y avait certaines manœuvres qui n'étaient pas légales dans d'autres États, qui étaient légales à Las Vegas. Pendant qu'elle était avec Bugsy, parce que Bugsy, c'était un très bel homme, charismatique, ça, on ne peut pas le dénier. Il y avait le look d'un acteur hollywoodien, mais avec le charme d'un homme d'affaires qui savait où est-ce qu'il était. Il était très intransigeant, on le décrivait très violent. Et pendant ce temps-là, pour comme un peu faire miroiter les choses, on a parlé que Virginia Hill inventait des histoires sur sa personnalité, mais apparemment qu'elle faisait les plus grosses fêtes d'Hollywood. Et que aussi pour le lancement en 46 du Flamingo, elle avait orchestré tout l'aspect marketing, mais malheureusement, il y a eu une tempête et plusieurs des acteurs invités, les influenceurs de l'époque, n'ont pas pu arriver à temps, ce qui a fait un trou d'environ 300 millions pour
l'hôtel. En 1947, suite à la mort de Bugsy Siegel, le Flamingo a été repris par la famille Luciano qui avait financé en grande partie l'hôtel. Pour plusieurs, Virginia Hill était la décoration de Bugsy Siegel. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Elle a vraiment opéré dans l'ombre les finances du Flamingo Hotel. Elle a même eu des parts. Mais lorsque Bugsy Siegel est décédée en 1947, elle va tout perdre. On ne reverra pas vraiment Virginia Hill avant les années 50 aux États-Unis. Je suis en mode montage vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important concernant la mort de Bugsy Siegel. Parce que peut-être Virginia Hill est impliquée là-dedans. Je vous explique. À la mort de Bugsy Siegel, Virginia Hill était partie en vacances en Europe. Et pendant qu'elle était en vacances, eh bien, Bugsy Siegel était dans la maison de Virginia Hill lorsqu'il s'est fait tuer. Il y a plusieurs hypothèses concernant sa mort encore à ce jour. La famille Luciano, ou bien c'est Charles Hill, le frère de Virginia Hill, qui aurait tué Bugsy parce qu'il maltraitait parfois Virginia. C'est un mystère qui nous laisse un peu de suspens. Bon, on va poursuivre la vidéo. No. Attorney George Wolfe. Even a note of glamour is injected into the thrill-packed proceedings by the presence of Virginia Hill. En 1950, Virginia Hill va épouser un instructeur de ski autrichien dans l'Idaho, à Sun Valley. Et quelques mois plus tard, elle va donner naissance à un petit garçon nommé Peter. Bref, en 1951, elle reçoit un subpoena la convoquant au procès du siècle. Un procès dont le Sénat voulait mettre en lumière le crime organisé. Le comité du Sénat a fait appel à toutes les pontes de qu'est-ce qu'ils croient être la pègre et le crime organisé. Leur cible numéro 1 pour prouver le blanchiment d'argent, c'est bien entendu Virginia Hill. La pression est immense. Un seul faux pas et c'est la prison fédérale. Mais Virginia Hill va offrir toute une performance, rendre presque le procès comique. Elle décide de jouer la carte de l'hyperféminité ignorante. Quand des sénateurs lui demandent de justifier ses millions, ses bijoux, ses maisons, elle ne panique pas. Elle les regarde de haut et réajuste son chapeau. Et elle répond avec le plus grand du calme. Je ne m'y connais en rien en affaires, messieurs. Si je suis riche, c'est simplement parce que les hommes aiment m'offrir des cadeaux pour m'accompagner. C'est un choc culturel absolu. On est en 1951, en pleine Amérique puritaine. Elle sous-entend publiquement que sa fortune vient de ses talents intimes. The committee next called Virginia Hill about alleged contacts with suspected criminals. The photogenic Miss Hill had this to say. Bought me everything I wanted when I was with Ben. He paid for everything. By Ben, you mean Ben Siegel? Yes. And he gave me some money, too, and bought me a house in Florida. The committee then asked her about Frank Costello. Did you have occasion to meet Costello on other occasions? No, only when I used to see him in restaurants or someplace. And you did see him from time to time in restaurants? A few times. Questioning intensified. Did you get any money from Costello? No. Later, the committee took part in this ludicrously comic exchange. Still bet the horse race? That's the only thing now, I don't bet anything. I'm afraid I'll win, and then they'll say I made more money than I did. Then came the kingpin himself, Frank Costello. Les sénateurs sont tellement embarrassés, tellement mal à l'aise face à cette audace sexuelle qu'ils en bafouillent. Ils en perdent complètement le fil de leur enquête financière. Le procès tourne au cirque médiatique. Résultat, elle sort de la salle sans aucune charge, sans aucune condamnation. Elle a simplement manipulé le patriarcat et le puritanisme de l'époque.
Et tout ça pour protéger l'empire économique du crime organisé. Virginia Hill finit ses jours tragiquement, ruinée par le fisc et recherchée par ce dernier. Mais elle a laissé un héritage indélébile. Elle a prouvé que la force de la mafia ne résidait pas uniquement par la violence et les armes, mais par le silence de ces femmes et de leur stratégie économique. Dans mes propres romans, je refuse que les femmes soient reléguées au plan de potiches et dans des rôles de victimes. J'explore cette psychologie d'architecte financière parce que la réalité dépasse toujours la fiction. Virginia travaillait avec plusieurs clans pour blanchir leur argent. Pour comprendre la taille économique de la machine qui se cachait derrière elle, la semaine prochaine, j'ouvre le plus gros dossier de cette chaîne, les 5 familles de New York et comment le fonctionnement des 5 familles a influencé la mafia montréalaise. Sur ce, je vous dis au prochain crime.